Donc, on va repartir avec la dernière session, bien entendu. Et pour commencer tout de suite, j'appelle sans plus attendre Nathalie Andrieux, DGA, adjointe en charge du numérique du groupe La Poste. Non, je vole les tweets, pas les papiers. Je vole pas les papiers, moi je suis pas Manuel Valls. Alors, oui. Copé ce matin, la vraie gauche, quoi. Alors, Nathalie, tu n'étais pas là toute la journée, mais il a été largement question des grands groupes français. La Poste en est un, ça doit être un de... Tu vas nous dire ça dans quelques instants, mais le deuxième ou troisième employeur de France. Par là, deuxième, parfait. Enfin, ça va pas, quoi. Après l'éducation nationale. Et dans mon œil. Ah, t'es trop cool. Il marche pas. Au pire, on a un micro en backup, en roue de secours, comme on dit en bon français. Nathalie, aujourd'hui, les grandes entreprises n'ont pas vraiment été au tableau d'honneur. On nous a expliqué que c'était trop rigide, terne, dépassé, et que... Qu'est-ce qui se passe? Ah! Est-ce qu'on nous entend? On peut faire un petit interlude avec les blagues régies. Hein. Voilà, ça marche. Ça marche. Bon. Donc je disais, les grandes entreprises, pas vraiment à l'honneur pendant la journée, trop terne, trop rigide, pas assez souple et ne donnant aucun air aux jeunes qui étouffent et donc s'en vont ailleurs, parfois ailleurs, vraiment ailleurs, traversent l'Atlantique, la Manche ou autre, parfois ailleurs juste dans des startups où on leur donne la liberté nécessaire. Mais toi, en 10 minutes, tu as réalisé la prouesse de nous expliquer qu'en réalité, on peut entreprendre au sein de grands groupes, notamment au sein de La Poste, mais pas que. Notamment via le numérique, avec d'autres modes de management, puisque effectivement, comme ils ont un petit peu changé, si on applique les méthodes traditionnelles, ça ne va pas marcher. Et lance-toi. Bon, non, écoutez, je suis ravie que vous ayez parlé beaucoup des grandes entreprises, parce que moi, mon sujet, ce que j'avais envie de dire quand j'ai rencontré Aude, c'est d'expliquer que souvent, on associait entrepreneuriat et start-up. Donc on disait, on entreprend, c'est des start-up. Et forcément, entrepreneuriat, start-up, c'était garage, 3 petits gars, des litres de bière, des tonnes de pizza, si possible les canettes et les boîtes de bière et des boîtes de pizza rangées une fois par mois, un engagement 24/24, un travail jour et nuit, on fait tout à la fois et c'est comme ça que ça marche. Alors évidemment, j'exagère le trait. En même temps, j'exagère le trait parce que je suis extrêmement admirative de ces entrepreneurs-là qui, en partant d'absolument rien, ont construit les Facebook, les Viber, les Twitter, les ventes privées, les Criteo qu'on connaît. Je crois d'ailleurs que le patron de Criteo est intervenu ce matin. Et parce que c'est vrai qu'il faut des qualités vraiment exceptionnelles qui nous permettent, à partir d'une bonne idée, de beaucoup de volonté, d'un engagement non-stop, d'un travail effectivement jour et nuit, en prenant des risques pas que financiers, des risques souvent aussi personnels, d'arriver à construire quelque chose de totalement nouveau. Donc je suis, sur ce plan-là, je pense que vous l'avez entendu ce matin, totalement en phase. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en même temps, on ne peut pas associer que entreprise à une vision qui est start-up. Entreprendre, c'est bien sûr créer une start-up, mais ce n'est pas que créer une start-up. Et qu'on peut entreprendre dans des grandes entreprises. Non seulement on peut, mais en plus on doit, et c'est souvent vital. Alors, si on regarde les entreprises du CAC 40 en France, à peu près 80% d'entre elles ont plus de 100 ans. Si on regarde l'équivalent aux États-Unis, c'est le contraire. Elles ont en général moins de 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos grands champions français aujourd'hui? Comment est-ce que nous les transformons? Comment est-ce que nous les aidons à entreprendre? Comment est-ce qu'on conserve ce tissu fort qui fait que, oui, il y a des très grandes entreprises françaises qui ont des positions en France, mais aussi à l'international? Alors, je travaille à La Poste, vous l'avez dit, je suis en charge de sa transformation numérique. La Poste, elle n'est pas centenaire. En fait, est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été créée La Poste? Madame.
Les nouveaux statuts en 91, ça c'est vrai. Mais alors la poste, quoi, les premiers... Juste chiffre. La premier postier. Lâchez-vous. Avec les vélos. Ah, normalement, il y avait les relais de poste, madame. C'était à cheval. Hein. C'était à cheval, ouais. C'est Louis XI. Louis XI qui a créé la poste. 6 siècles. Donc voilà, donc, on n'est pas centenaire, on est pire que ça. On est 6 fois centenaire. Alors du coup, vous vous dites, la poste et le numérique, ça semble assez antinomique. Finalement, elle doit avoir un boulot assez plan-plan, voire très très cool, parce que vu ce qu'ils font sur le numérique, voilà, peut-être pas grand-chose. Donc là, je voudrais aller contre une idée reçue, très forte, parce que dans chacun de nos métiers, il y a une véritable transformation. Et ce n'est pas lié à la poste, c'est lié à tout l'univers, c'est lié à la société, à part entière. Alors, j'en parle pas aujourd'hui, mais tu m'as tendu la perche tout à l'heure, Vincent, donc je me permets quand même d'en dire une petite phrase. Je crois qu'on n'a pas 36 fois, ou qu'on n'aura pas 36 fois l'occasion d'un bouleversement aussi fort que le numérique dans la société. Et on parlait beaucoup des femmes dans les interventions précédentes. Moi, je milite fortement pour que les femmes saisissent l'opportunité du changement majeur qui est en train de se passer dans nos organisations grâce au numérique pour changer l'organisation des entreprises d'aujourd'hui et pour qu'elles laissent la place aux hommes et aux femmes, une place réelle où personne ne doit faire des choix subis, parce que ce n'est évidemment pas des vrais choix, toujours, et où on peut ainsi profiter de tous les talents. Voilà, je ferme la parenthèse, mais vraiment, je crois que c'est une opportunité à saisir. Donc, si je reviens sur la poste, les métiers, vous les connaissez, le courrier. Oui, le courrier physique avec le numérique. Il y a une vraie transformation du nombre, du volume de courriers physiques adressés. Mais en fait, c'est quoi le métier de la poste? C'est d'avoir du courrier ou c'est d'être un acteur des échanges? Plutôt d'être un acteur des échanges. Et si on parle d'acteur des échanges, ça veut dire être aussi un acteur des échanges numériques. Le colis, alors là on est dans le physique, le dur, le vrai, le paquet, ça c'est sûr. Mais en même temps, sans le colis, que serait le e-commerce? À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui doit porter le paquet à la maison ou à un point relais ou au bureau ou là où vous voudrez demain et dans un délai que vous aurez choisi. Troisième activité, la banque. La banque est totalement remise en cause par le numérique, à la fois de ce qu'est une relation. Qu'est-ce que c'est que la relation client entre la banque et son client aujourd'hui? À la fois par l'arrivée de nouveaux acteurs, comme les banques qui sont totalement en ligne, à la fois aussi par des acteurs et des intermédiaires financiers qui ne sont pas des banques et qui pourtant garantissent les échanges entre des commerçants sur Internet ou entre un commerçant et un particulier. Et enfin, non des moindres, au niveau des moyens de paiement. Et ces moyens de paiement, c'est là aussi d'autres paiements, les paiements mobiles. Alors, que deviennent les moyens de paiement bancaires? Dernier métier, après le courrier, le colis et la banque, c'est l'enseigne. L'enseigne, le réseau de points de vente, 17 000 points de contact en France. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de proximité aujourd'hui? Est-ce que le réseau de proximité a le même rôle que celui qu'il avait quand il a été créé, pour le coup, là aussi, il y a un peu plus de 100 ans? Mais au fond, dans la question de qu'est-ce que c'est que le réseau de proximité, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que la proximité? Et comment est-ce qu'on peut être proche tout en étant loin? C'est quoi une proximité dans le monde dans lequel on est? On est parfois à des kilomètres et pourtant, on est proche. On est dans un monde qui bouleverse la relation au temps. On est dans un monde où nos amis ne sont pas vraiment nos amis et où en même temps, on est très content d'en avoir beaucoup. On est dans un monde où on est passé de la peur d'être suivi à la fierté d'afficher notre nombre de followers. Donc dans ce monde-là, où on est vraiment dans une transformation profonde, comment est-ce que les grandes et belles entreprises françaises doivent entreprendre? Alors là, je ne parlerai pas de ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la capacité de dire je prends ou mobilise une équipe, je mobilise quelques moyens financiers, je les mets un petit peu à part de ces grosses structures très lourdes dans lesquelles on vit, et puis développe un projet et je verrai après. C'est vrai. C'est vrai, ça existe, il faut que ça existe, mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit là, c'est comment je transforme. Dans ce cas-là, on est plutôt dans « je crée un garage au sein d'une grande maison ». Ma question, c'est comment je transforme la maison, et pas seulement le garage à l'intérieur de la maison. Et là, cette transformation, elle est difficile, absolument nécessaire, et souvent, si elle ne se fait pas, le risque est vital. Je ne reviendrai pas sur le cas Kodak,
que tout le monde connaît, mais c'est quand même un champion qui n'a pas su se transformer et qui n'a pas su transformer l'ensemble de la maison. A contrario, Fujifilm, qui était aussi un champion au Japon, s'est posé la question de, au fond, c'est quoi mon métier? Je fais des photos, des pellicules, j'ai des appareils, mais mon métier, c'est quoi? Et ils ont convenu que leur métier, c'était la chimie. Et le fait de dire « mon métier, c'est la chimie », ils se sont lancés dans des produits cosmétiques qui marchent très très bien en Asie, qui vont arriver en France au 3e trimestre. Et ils se sont lancés également dans tout ce qui est écran, donc tous les LCD du marché, 100% des matériaux qui sont derrière sont des matériaux en provenance de Fujifilm. Aujourd'hui, Kodak a déposé le bilan. Fujifilm est coté et valorisé à peu plus de 12 milliards d'euros. Donc voilà, vous voyez qu'à partir d'un même état de grande entreprise, on doit trouver la capacité de se transformer. Alors comment? D'abord, je pense qu'un des points forts sur lesquels on peut s'appuyer, c'est que cela fait appel aux mêmes qualités que celles qui sont nécessaires pour créer une start-up. Alors, je ne vais pas vous dérouler ici les 10 qualités du bon petit entrepreneur, mais je voudrais en citer 4 que j'aimerais mettre en avant. La première, c'est le goût du risque. Il faut absolument avoir le goût du risque et avoir envie de faire des choses qui sont risquées. Risquées pour soi, risquées pour son entreprise, risquées parce que certaines activités peuvent cannibaliser les activités anciennes. Alors, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Vous voyez le type de problème que ça peut poser. La deuxième, c'est être non conformiste. Et non conformiste, ça ne veut pas dire incapacité à s'adapter. Parce qu'au contraire, il faut s'adapter, rentrer dans le système pour pouvoir le transformer. Si on est trop frontal, si on est trop en opposition, on ne rentre pas dans le système et on ne peut pas le transformer de l'intérieur. Donc oui, il faut être non conformiste et c'est extrêmement important, mais tout en étant capable de s'adapter. La troisième, c'est d'avoir une organisation et une efficacité personnelle. Alors là, c'est vraiment la même chose que pour les startups parce que je vous assure qu'il y a du boulot. Vraiment, croyez-moi, il y a du boulot. Et puis, la quatrième, c'est la capacité à oser. Ça tombe bien, hein, c'était le sujet du jour. Oui. La capacité à oser, la capacité à remettre en cause. Et vous me direz, remettre en cause quoi? Oser quoi? Et la réponse que j'ai envie de faire, c'est oser tout. De remettre en cause de A jusqu'à Z. Nos métiers, notre façon de le faire, notre façon de prendre les décisions, notre façon de manager, notre façon de travailler avec ce modèle hiérarchique qui est aujourd'hui un modèle beaucoup plus en réseau, notre façon de travailler avec l'écosystème. Et à la Poste, on essaye de travailler tout avec un écosystème de start-up parce que je pense que les uns et les autres ont à gagner dans cet écosystème. Alors, je prends toujours une image que la plupart des gens me disent qu'elle est nulle, mais ce n'est pas grave, j'en ai pas trouvé d'autres. Si vous en avez une, n'hésitez pas. Je prends souvent l'image du petit arbuste qui est la start-up qui est planté au milieu d'un grand champ et qui, finalement, a des risques de ne pas pouvoir grandir. Et en plus, il se prend toutes les tempêtes, tous les vents, toutes les pluies. Donc, même s'il avait une chance de grandir, il a en plus ça qui vient l'empêcher de grandir. Alors moi, je dis, ce petit arbrisseau, il ne faut pas le mettre dans le grand arbre, mais il faut peut-être le protéger avec le grand arbre. Ça ne l'empêchera pas de grandir parce qu'en soi, il a la bonne idée, la chose qui lui permettra de grandir, mais peut-être que ça le protégera un petit peu de ces grands vents, de ces grandes vagues, et que ça lui permettra, ou en tout cas lui donnera plus de chances d'essayer de progresser. Donc nous, on essaye vraiment de travailler avec cet écosystème de start-up, avec différents modes, avec des modes qui peuvent aller juste de la collaboration à aller jusqu'à de la prise de capital, pas toujours majoritaire. Là, récemment, chez Mediapost, on a fait un deal avec une petite start-up qui s'appelle Budgetbox, qui a été créée par pendant leur projet d'entreprise par 2 gars de Subdeco, je me trompe toujours parce que Rennes, je crois, ou Rennes ou Nantes. Bon, c'est pas très loin, vous m'en voudrez pas. Il y en a un qui est en Bretagne. Et ils sont en sortant de l'école, et ben ils avaient ce projet-là, et aujourd'hui, on a pris 20% de leur capital, ils sont engagés avec nous pour 9 ans. Vous voyez, on est vraiment sur du long terme. Ils gèrent leur boîte, mais nous, on travaille avec eux à leur ouvrir les portes par rapport aux contacts commerciaux qu'on peut avoir avec l'entreprise Mediapost, que ce soit dans le monde du retail ou dans le monde des grandes marques, puisque c'est une petite boîte qui vous permet d'avoir des codes promotionnels en live quand vous êtes dans les magasins. Quand vous êtes dans un magasin physique et que vous rentrez, que vous avez maintenant des flashs parfois, eh bien, en fonction du flash, du code flash, vous achetez par exemple du Nutella,
Et on vous dit, super, il y a la promo, alors, non, le Nutella, vous achetez du Nutella parce que vous avez toujours acheté du Nutella, vous êtes une fan de Nutella. Et donc, on vous dit, vous rentrez dans le magasin, il y a une promo sur le Nutella. Deuxième chose, vous êtes en train d'acheter de la salade et on vous dit, il y a une promo sur les sauces salades, donc avec des produits proches. Troisième chose, vous êtes dans le rayon de la viande, et parce qu'ils savent que vous êtes dans le rayon de la viande, c'est géolocalisé, et on vous dit, il y a une promotion sur le bœuf qui n'est pas du cheval et qui ne vient pas de Roumanie. Donc, vous pouvez y aller. Voilà. Donc, vous voyez, on peut arriver à trouver des cadres de fonctionnement entre les grandes entreprises et nous. Je vais conclure parce que c'est fini. Ce que je veux dire surtout, c'est que, en plus de ces qualités, il y a quelque chose de spécifique quand on est dans les grandes boîtes, c'est que non seulement c'est compliqué, et que vous allez trouver plein de gens qui vont vous dire « c'est pas possible, vous n'y arriverez pas, on a déjà essayé », tout comme toujours, sauf que là, on les trouve à l'intérieur, et pas seulement à l'extérieur. Alors, j'avais envie aussi d'aborder un sujet un petit peu différent, parce que jusqu'à présent, on a parlé des entreprises, puis finalement, oser entreprendre, c'est oser dire que, c'est la première partie, que ces entreprises, on a besoin de talents, on a besoin d'innovateurs, on a besoin de personnes qui s'engagent sur des grands chantiers. C'est juste différent, mais c'est nécessaire et passionnant. Et puis, on m'a dit, mais vous savez, c'est Aude et Vincent qui m'ont dit, ici, il faut oser, il faut surprendre, il faut se lancer, il faut se lâcher. Alors, j'ai beaucoup hésité, parce que finalement, ce que je vais aborder maintenant, c'est un sujet beaucoup plus personnel. C'est un sujet qui vous montre que parfois, il faut oser vivre, ou en tout cas, j'ai envie de vous montrer que parfois, il faut oser vivre à 100%. J'ai 4 enfants, j'ai 4 garçons. Le plus jeune d'entre eux, il s'appelle Michael, il a 10 ans. Il est parti il y a 2 ans d'un cancer du cerveau en 3 mois et 1 jour. À cette occasion, ma famille et moi, on s'est dit comment on fait pour survivre à ça? Comment on fait pour vivre? Comment on ose vivre après ça? Une façon d'y répondre, ça a été d'entreprendre. Ça a été d'entreprendre et de créer une association qui s'appelle les Amis de Mickey. Une association parce qu'on est rentré dans un monde qu'on a découvert, qui n'est pas très loin, qui est à quelques kilomètres dans les hôpitaux ou à quelques centaines de mètres parfois, d'enfants qui sont malades. On ne peut pas éviter qu'ils soient malades. Malheureusement, on ne peut pas toujours les guérir. Par contre, j'ai la conviction qu'on peut éviter qu'ils souffrent physiquement, qu'ils souffrent psychologiquement, en les accompagnant, soit avec des pédopsychiatres, soit avec des techniques qui permettent d'aider la souffrance des enfants. Aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est de l'artisanal pour la souffrance des enfants. On prend ce qui existe pour les adultes et on découpe en 10 le cachet pour l'adapter aux enfants, ce qui n'est vraiment pas ce qu'il faut faire, et même les médecins disent qu'ils font de l'artisanal. Donc c'est l'objet de l'association, les Amis de Mickey. J'avais envie de vous en parler parce que c'est aussi oser vivre à nouveau. C'est aussi vous demander de nous aider et d'oser nous aider. Donc il y a une page Facebook, les Amis de Mickey, M-I-K-H-Y. Il y a un compte Twitter depuis hier soir, donc il y a 13 followers. Donc on est vraiment tout jeune. Et je crois que c'est important aussi de vous dire que c'est un combat quotidien, c'est un combat de tous les jours, et que le numérique, c'est finalement le lien entre le personnel et le professionnel. C'est aussi ce que je vis, et j'avais envie de vous parler et d'oser vous parler aussi de ça, et de ce lien entre oser entreprendre d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Et je remercie à vous tous de m'avoir écouté, et à Aude et Vincent de m'avoir permis d'oser vous le dire. Merci.